Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Et oui, on va débriefer ensemble le match 3, donc vous avez dû voir ça dans la nuit de mercredi à jeudi. Boston, là c'est même plus un break, c'est un double break, mène 3-0 dans la série, ils ont été gagnés 106-99 du côté de Dallas. Et on va vous débriefer ce match. Et pour débriefer ça, j'ai deux acolytes. J'ai pas mon go-to-guy Axel qui se repose. J'ai Chris. Salut Chris, comment ça va ? Salut Yannick, salut à tous. On profite parce que les podcasts NBA là, on approche de la fin quand même. Donc, Ouais, mais on va trouver des moyens de rester dans le mood. Hein. Ouais. On va quand même faire deux, trois choses. On va produire, on va faire de la production. Et avec nous, j'ai le rookie, celui que j'aime taquiner. Il va nous chercher les donuts tous les matins. Et voilà. Et moi, j'aime celui avec un bon glaçage vanille. C'est Tom. Salut Tom. Salut les gars, comment ça va ? Écoute, moi je suis assez serein dans mon pronostic. J'avais dit victoire de Dallas 4-3. Pour le moment, je suis encore dans les clous. Donc ouais. Voilà. Hein. Ouais, ok. No comment, on va pas parler de ça. Avant de se partir dans le débrief, on va quand même faire les rappels d'usage. Comment nous suivre ? Il y a les réseaux sociaux. Hein, vous avez l'habitude. Instagram, X, Fred. Il y a toujours des choses dessus. Facebook, TikTok avec le chef. Et également, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? YouTube et Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Également, pour nous suivre, vous pouvez écouter, là où vous écoutez le podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous donne de la force, ça nous donne de la visibilité. Vous pouvez nous écouter donc sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict et Deezer, Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, nous mettre des reviews, des commentaires. Et le mieux pour parler avec nous, c'est quand même le Discord communautaire. C'est comme ça que notre ami Tom nous a rejoint. Voilà, donc n'hésitez pas, il est ouvert. Vous pouvez venir avec nous sur les 4 sports. Donc let's go, on y va. Et enfin, dernière façon, c'est d'aller télécharger l'appli qui est disponible sur Apple Store et sur Google Play. Je crois que j'ai été complet, les gars. Vous avez des choses à rajouter là-dessus ? Non, plus que complet. Tu as un accent anglais impeccable. Eh oui, tu sais quoi, c'est ça être new-yorkais, tu vois. Ah bah oui, c'est l'accent au couteau, tu vois. Exactement. Bon allez, trêve de plaisanterie. Les gars, vous, quelles sont vos impressions générales sur ce match 3 ? Donc je le rappelle, 106-99. Des choses à dire ? Écoute, un petit peu comme les premiers matchs de la série, un Boston trop fort pour Dallas. Quelques évolutions dans le jeu de Dallas à souligner. De la progression, on a vu globalement les joueurs qui avaient été absents et voire transparents sur les 2 premières confrontations, notamment Kyrie, se réveiller au bon moment. Mais encore une fois, quand il s'agit d'accélérer et de finir les cartons et de finir les matchs, Boston est trop fort. 3-0 et puis malheureusement, j'ai bien peur que la série ne soit pas si longue que prévu. Ouais. Toi, Chris ? Ouais, non, on avait pas mal d'interrogations. Tu avais fait le débrief avec Axel du match 2, du match 1, pardon. On avait fait le débrief avec Tom du match 2. Donc, on s'était posé des questions sur le retour de Dallas à domicile. On attendait une réaction d'orgueil. On attendait un meilleur Kyrie Irving. On allait voir comment Boston allait aussi se prendre au jeu du côté du Texas. On a eu pas mal d'éléments dans le match. Il y a vraiment plein de choses à dire pendant les différents cartons avec des situations qui partent à droite, qui partent à gauche. Il y a même eu des moments où c'était quand même assez... ça partait un peu dans tous les sens, honnêtement. Mais match extrêmement intéressant. Et voilà, donc ce qui est sûr, c'est que la finalité, c'est que Boston mène 3-0. Aucune équipe n'est revenue d'un 3-0 en playoff et en NBA Finals. De là à dire que ça va se terminer ce week-end, on verra. Mais en tout cas, Boston est parti pour le 18e titre. Et en tout cas, il faudra aussi saluer le moment venu, cette campagne de play-off incroyable quand même
de Boston dans la globalité, qu'on soit fan ou non de cette équipe. Et si vous nous écoutez depuis maintenant un bon moment, vous savez qu'on n'est pas nécessairement les premiers fans du maillot vert, mais il faut quand même aussi saluer quand les gens font une campagne incroyable. Et pour l'instant, Boston mène 3-0. Ouais. Je suis assez d'accord. En fait, Boston, maintenant, rétrospectivement, on pensait qu'ils étaient au-dessus parce que c'est les autres qui étaient moins forts, mais en fait, finalement, c'est peut-être eux qui étaient vraiment trop forts. Finalement, parce que quand on voit beaucoup de choses, plutôt, est-ce que vous pensez que vous, les gars, que Boston est trop fort et que en fait, quel que soit le match-up face à eux, ils ont une solution à tout. Mais en fait, globalement, je pense que comme tu l'as bien entamé, il faut faire une rétrospective. Boston est en train de nous sortir une saison historique. 64 wins en régulière. C'est un groupe qui est encore jeune, mais qui a été finalement très bien construit. On avait pas mal de doutes et on l'avait mis en avant, la construction de cet effectif par Brad Stevens. Là, obligé de rendre à César ce qui est à César. Hein. Finalement, il va arriver au bout avec ce groupe-là. Avec les additions aussi notables que seront Jrue Holiday et KP, Kristaps Porzingis, même s'il n'était pas là le match dernier. On va en parler. Ouais. On sent en fait, comme tu l'as très bien dit, que le groupe est tellement bien construit que n'importe quel match-up sera favorable pour Boston. C'est-à-dire que là, on a Dallas. Alors Dallas, c'est encore plus flagrant parce qu'on a vu que c'est une équipe qui pouvait être dominatrice plutôt à l'intérieur avec un gros secteur extérieur et des gros ball handlers. Là où Boston a exactement les armes pour contrer et pour annihiler ce jeu-là. Mais plus globalement, malgré un parcours qui a été peut-être favorisé par certaines blessures, moi, je suis un peu épaté du niveau global de Boston, notamment sur ses finales, et aussi le niveau d'ajustement de Joe Mazzulla, qu'on avait pas mal critiqué. Et là, franchement, ces ajustements en cours de match m'ont plutôt agréablement surprise. Pour toi, c'est... Chris, pour toi, c'est vraiment des ajustements où il n'a pas besoin de faire d'ajustements parce que son équipe est tellement au-dessus que du coup, c'est trop fort, quoi. Un peu les deux, mon capitaine, honnêtement. Déjà, on voit, il y a un ajustement qui a dû être fait par rapport à l'absence de Porzingis sur ce match 3. On va en parler. Oui, on va en parler. Donc, mais voilà, c'était un fait. Donc, tu es obligé en tant que, quand tu es coach, tu as ton effectif à gérer. Tu as ce mec-là qui est, comme l'a dit Tom, un mec qui est arrivé là, cette saison, c'est un ajout incroyable. Il a montré de très bonnes choses avec Boston dès sa première année. Ça a vraiment été une carte maîtresse. Il a été absent pendant les playoffs, ça n'a pas empêché de Boston de dérouler. Là, pendant les finales, il a joué, il était en sortie de banc. Il était absent au match 3. Mazzulla, il a proposé des choses. On a vu l'entrée d'un Javier Tillman dans ce match 3. Moi, honnêtement, quand je l'ai vu arriver sur le terrain, je dis OK, bon, on va voir. J'étais curieux de voir ce qu'il allait pouvoir apporter. Et honnêtement, alors on pourra en rentrer dans le détail, mais il a vraiment apporté de très très bonnes choses. Défensivement, il n'a pas été ridicule. Il y a des actions sur Luka où il a très très bien, il a quand même bien défendu. C'est un big man contre un mec qui a un talent fou offensivement, hein, je précise bien. Et il a quand même pas été ridicule. Il a apporté des points. Je me rappelle d'un 3 points qu'il a mis aussi là en deuxième mi-temps, Tillman, qui était intéressant. Mais il y a des ajustements qui sont faits. Après, de toute façon, pour répondre aussi à ta question et pour dire le côté oui, mon capitaine pour les deux, il a un effectif quand même, il a un 5, un 6 majeur de base qui est quand même extrêmement fort, extrêmement dense, qui coche énormément de cases des deux côtés du terrain. Donc déjà, à partir de là, tu pars avec un avantage. Tu vois, on va pas dire qu'il a du caviar tous les soirs, mais on n'en est pas loin, tu vois. Donc, t'es quand même aidé, t'es avantagé. Après, ça n'empêche que tu as des petits coups tactiques à mettre en place, peut-être des prises de temps mort à des moments opportuns. Mais c'est quand même beaucoup plus simple de devoir gérer un effectif et des joueurs tels que l'effectif des Boston Celtics que une équipe lambda, tu vois. Donc, oui, il y a des ajustements de la part de Mazzulla, mais il part quand même avec un tel effectif, en tout cas un tel 5,5, que le travail est quand même beaucoup plus simple. Ouais, sachant que alors Jaylen Brown, on a souvent, Cédric parlait souvent de sa capacité à peu défendre. Là, il s'y met, quoi. Donc, du coup, tu n'as plus de joueurs à cacher.
Ouais, c'est clair. Donc là, c'est quand même, quand tu es coach, tu sais que tu n'as pas de joueur à cacher. Tactique de défense, ben voilà, homme à homme, c'est juste qui t'envoie en aide, quoi. Et je trouve que, pour moi, c'est ça qui est le plus fort du côté de Boston. Et ma question, c'était est-ce que c'est le match-up idéal? Oui, enfin, c'est vraiment force contre force, mais j'ai l'impression que, tu vois, c'est un niveau au-dessus, en fait, à l'intérieur, et que, enfin, en dehors du backcourt, le backcourt est tellement fort défensivement qu'ils arrivent à ralentir suffisamment pour que Dallas n'ait pas l'avantage. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez? Ouais, tout à fait. Et puis, on dit souvent que c'est la défense qui fait gagner des titres. Boston en est vraiment l'image propre. C'est-à-dire qu'en face à Dallas, tu as potentiellement l'un des meilleurs backcourt offensifs de la ligue actuellement. Sauf que à ça s'oppose le meilleur backcourt défensif. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à maintenir, que ce soit Kyrie ou Luka, à un niveau un petit peu inférieur à ce qu'ils peuvent donner, Kyrie sur les 2 premiers matchs et la Luka hier, forcément, derrière, tu t'ouvres l'option de pouvoir beaucoup plus facilement défendre sur les role-players. Et derrière, quand tu as des armes offensives comme ça, c'est facile de punir. Donc oui, je te rejoins, la match-up est parfaite pour Boston. Et aussi une chose, c'est que du côté de Boston, est-ce qu'on peut vraiment parler de role-player? Alors, il y a Lorford, c'est un ancien franchise player. Il était franchise player du côté d'Atlanta. Derek White, il a un niveau depuis 2 ans, depuis qu'il est arrivé chez les Verts, assez hallucinant. Il pourrait être dans une autre équipe avec des rôles beaucoup plus importants. Et on parle pas de Jrue Holiday, quoi. Non, après, tu vois, sur les role-players, pardon, je te coupe, mais c'est plus les gars en sortie de banc, parce que le 5 est tellement... En fait, le 5, t'as pas de role-player dans le 5. C'est un 5 dominant et qui se complète parfaitement. Ouais. Et dans le 5, que tu mets Horford ou Porzingis, après, ils sont pas du tout le même... ils proposent pas la même chose, mais les deux sont pertinents dans l'effectif global. Les role-players, c'est les mecs qui... Voilà, bon là, Tillman, il est sorti du bois dans ce match-là, mais mettons-le de côté. Pritchard, bon, hier, il a pas été bon, mais un mec comme Sam Hauser, hier, c'est 9 points et c'est 3 sur 4 au tir. Bon, t'as Sam Hauser, t'es à 3 sur 4. Le mec, il a joué même pas un quart d'heure. Il a tenté 4 tirs, il en a mis 3, dont du coup 3 à 3 points, parce que Sam Hauser, c'est ça qu'il fait. Donc, de toute façon, c'est ce qu'on demande à un role-player, c'est de défendre, non, mais voilà, donc ou pénétrer, enfin avoir des contre-attaques, pénétrer ou mettre des shoots à 3 points, pas de shoot intermédiaire. Non, mais voilà, donc quand tu as déjà un 5 de départ qui est complètement dingue et qui a dominé toute la ligue cette saison et les 3 quarts des playoffs, pour ne pas dire tous les playoffs vu que c'est pas encore complètement terminé, et que en plus les 2 ou 3 petits mecs que tu vas ajouter de temps en temps, ils sont efficaces globalement sur l'ensemble d'une série, bon, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Et il y a un truc sur le 5 majeur, c'est que en fait, tous quasiment peuvent switcher sur tout. Ils ont poussé au maximum le all switch, quoi. On pensait que le all switch était fini. Excuse-moi, Tom, je vais te donner la main après. On pensait que c'était fini, mais ils ont démontré qu'il peut y avoir une chose en fonction de ton effectif. Ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils ont un effectif. Ils ont construit l'effectif pour pouvoir faire ça. Ouais, bien sûr. À la limite, celui tu peux un peu moins intégrer sur ce switch, c'est Horford, parce que forcément un peu plus vieux, un peu plus lent. Mais quand KP est là, bien sûr. Et c'est en fait là où ils sont en train de détruire Dallas. C'est qu'avec ce principe de all switch, où en fait tous tes gabarits sont ultra mobiles, ultra grands, ultra costauds, Dallas ne peut pas en fait jouer sur du pick and roll et aller chercher ses grands sur des catch lobs. Ils l'ont essayé 1 ou 2 fois, mais tout de suite, la défense s'est resserrée, ajustement, hop. Et puis, même quand tu as un mismatch de taille, c'est-à-dire que va enfoncer Derek White et Jrue Holiday. C'est des mecs qui sont tellement costauds et qui ont une telle intelligence défensive. Et puis, une fois que tu as passé ces cocos, tu as Tatum et Brown. Non, je vous rejoins tout à fait. En fait, le 5 de départ, c'est pas un 5 de role-player, c'est un 5 de joueurs qui auraient des gros rôles dans chacune des grosses équipes. De toute façon, ça se voit aussi au niveau des points.
sur les 5 joueurs du 5 de départ, ils sont tous au-dessus de 15 points de moyenne. Et tu n'as pas un qui est à 30 points. Globalement, tu as Brown et Tatum qui sont à 21 et 24 points de moyenne. Mais c'est là aussi où tu sens toute la force de ce collectif, en fait. Ouais. Bah, quand tu vois Drew Holiday, c'était le joueur du match 2. C'est lui qui termine, là, il est à 24 points, ou il fait quelque chose comme ça, j'ai plus le chiffre exact, mais on en avait parlé avec toi, Tom. L'impact de Drew Holiday et Derek White, c'était eux les 2 meilleurs joueurs de Boston au match 2. Et là, au match 3, tu vois, Tatum, il a repris le lead, il termine à 31 points, il a fait un Tatum game, je sais pas, mais il a fait un match qu'on attendait de lui. Jaylen Brown, il enchaîne. Il a été MVP des finales de conférence et là, il continue. Tu vois, le mec, il s'arrête pas. C'est incroyable. Mais moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est quand même Drew Holiday, quoi. On savait que c'était le. Moi, quand on a fait la preview, j'avais dit que c'était le Champions Maker. Tu le mets dans n'importe quelle équipe, il te fait passer un step, quoi. Et le gars, on voit pas. Non, et Drew Holiday, tu te dis quand même, mais moi je dis chapeau quand même au management de Milwaukee qui l'a laissé partir. Tu le laisses partir et tu le laisses partir en plus dans une équipe de la même conférence que la tienne. Tu vois. Ah mais non, il est parti d'abord à Portland. Oui. Et après, est parti à Portland d'abord. Oui, c'était dans l'échange de Damian Lillard et après Boston a été le récupérer à Portland. J'ai un doute là-dessus, mais ouais, en tout cas, pour moi, c'était ça. Ouais, c'est possible. Au-delà du fait de saluer de façon ironique le management des Bucks, en tous les cas, ils l'ont laissé partir. Ouais, moi je salue aussi le management de Brad Stevens qui a quand même eu le courage de se séparer de Marcus Smart, qui était quand même l'icône, le symbole de Boston. Et ça a fait grincer des dents certains Bostoniens pour dire, regardez les gars, moi je vous apporte en fait un Marcus Smart 2.0 qui a déjà une bague, qui va vous apporter encore plus de fiabilité offensive et qui est encore meilleur défensivement. Il avait pris Porzingis. En fait, c'est dans un échange à 3, il a pris Porzingis. En fait, ils ont eu la chance d'avoir Drew Holiday qui a été disponible du fait parce qu'il ne voulait pas jouer à Portland. Ce qui s'entend, hein. Par ailleurs. Oui, tout à fait. Après, voilà, on savait très bien qu'il ne resterait pas très très longtemps à Portland, qu'il négocierait à partir. Mais ouais. Je confirme ce que tu dis, Yannick. Il a été envoyé à Portland dans le cadre du trade de Lillard et après, il a atterri à Boston en échange de Brogdon, Robert Williams. Bon, bref. Voilà. Je suis peut-être pas le plus vieux, mais je suis passé. Non, mais c'est vrai que j'avais un doute. Mais c'est vrai qu'il il est vous êtes jeune, vous consommez trop de drogue et puis voilà. Non, mais je suis même pas sûr qu'il a pris l'avion direction Portland, le gars. Tu vois, c'était pour te dire à quel point. La visite médicale obligée. Ouais, voilà, la limite. Il a été voir la tour à Portland et il est reparti. Tu vois. Mais bon, bref, voilà pour la parenthèse. Mais non, c'était juste pour dire, voilà, Milwaukee, les gars, c'est peut-être un des joueurs Drew Holiday les plus sous-cotés, même si c'est de moins en moins le cas de la ligue dans l'apport qu'il peut avoir des deux côtés du terrain. Tu vois, c'est pas un mec flashy. Ah oui. Mais il est tellement important, on le voit là, et c'est un mec dans un collectif déjà qui était bien huilé à Boston depuis quelques temps. Il arrive et en fait tu te dis mais comment pourrait faire Boston sans Drew Holiday aujourd'hui, tu vois? C'est ce mec-là, il est incroyable et c'est vraiment un gars à observer pour ceux qui font du basket à des niveaux amateurs. Et observer ce qu'il fait, c'est incroyable. Et sachant que toute la saison régulière, il fait pas beaucoup de stats, mais quand il met des points, c'est des points toujours efficaces. Des points d'impact. Ouais. Et ça, c'est un truc que tu quantifies pas. Et puis il met toujours, la petite main qui va bien. Quand il est en défense, parce que c'est un meneur à l'ancienne, tu vois. Il défend en premier, il prend le meilleur attaquant adverse, il le bouffe, quoi, tu vois. Et ça, depuis tout le temps. Donc, alors il a été drafté à l'époque par les Sixers quand ils étaient au fond de la ligue, quand ils commençaient le process. Il a été vite tradé, il a été du côté de New Orleans. Et depuis, sa cote ne fait que monter et on sait que c'est le Champions Maker, quoi. Carrément. Ok. On va juste parler d'un truc. No KP, no problème. Oui, on le voit parce que ils gagnent, ils enchaînent, tu vois. Après, de toute façon, ça revient à ce qu'on a dit. Ils ont un collectif autour tellement solide, tellement fort que on pouvait se poser des questions en se disant tiens, est-ce qu'ils allaient avoir
cet impact en sortie de banc. On sait que dans le match 2, Porzingis en sortie de banc, il apporte pas mal de points. Donc, et dans le match 1, ouais. Mais ça, oui, dans les 2 matchs. Et bon, tu te dis, bon là, il va pas jouer. Déjà, qui Mazzulla va sortir du bois pour alléger un petit peu le temps de jeu de Al Horford. Et après, la répartition scoring, comment elle va se faire. Mais comme, du coup, les joueurs qui étaient peut-être un petit peu en deçà dans les 2 premiers matchs, en particulier Jason Tatum, il a repris le lead et il s'est dit, bon, bah allez, je vais aller claquer 30 pions. Donc, en fait, Porzingis, je te dis pas que sur l'intégralité d'une série, il n'est pas là, c'est pas un problème. Mais là, sur ce match-là, et j'ai envie de dire sur la fin de ces finales-là, son absence, normalement, ne devrait pas peser, tu vois. Sachant qu'en plus de ça, l'avantage, le côté avantage-inconvénient de KP, c'est qu'on sait que c'est un joueur qui est injury prone. Et Boston a, entre guillemets, dû composer sans lui pendant pratiquement l'intégralité des playoffs. Oui. Donc, en faisant ça, forcément, tu prends des habitudes. Al Horford prend des habitudes. Et même, globalement, le collectif sur le terrain prend des habitudes de jeu sans Kristaps Porzingis. Donc, forcément, comme tu le dis très bien, sur une série, notamment des finales, ça aurait été vraiment handicapant. Mais sur 1 ou 2 matchs, Boston a tout à fait les capacités pour combler ce manque-là. Oui, voilà, tu vois, si l'équipe était menée, je sais pas, 2-0, au lieu de mener 3-0, on n'aurait certainement pas le même discours autour de l'absence de Porzingis. C'est clair, c'est clair. Ok. Moi, je pense que en fait, c'est plus dans le côté rim protector qui va être un petit peu le policier dans la raquette, quoi, tu vois. Ok, ouais. je l'entends, j'entends que sur 2 matchs, ça peut passer parce que on sait que c'est au match 1 notamment, il a mis quelques contres à des moments décisifs. Là, le premier carton de Porzingis, on était tous sur les fesses, tu vois. Ouais. Ah oui, complètement. Et après, l'avantage aussi, c'est que tu t'en as parlé un petit peu, sur le match 1 et 2, Jason Tatum a été un petit peu en dessous. Et là, il revient dans le match, il comble ce manque de points. C'est ça. Ouais, de toute façon, Tatum, il l'avait annoncé en conférence de presse avant match. Il aime les matchs 3 des séries de playoffs. Il l'a encore une fois montré. Tu l'aimes ton Tatum, hein. Mais tu sais que c'est rigolo parce que je me mets à défendre un joueur dont je ne suis pas forcément fan de base. mais j'aimerais quand même, en fait. Alors, on vous annonce Maître Thomas qui porte la robe au travail. Non, mais en plus, vraiment, Tatum, je te le dis, c'est pas un. Alors, moi, j'ai un petit affect sur son côté love de Kobe parce que voilà, je suis fan des Lakers et que j'aime bien les joueurs qui sont fans des légendes de ma franchise. Mais en fait, j'avais trouvé qu'on avait été dur sur toute cette campagne autour de Tatum. Et au final, en fait, l'avantage, c'est que ça a permis aux gens de se rendre compte de la puissance du collectif de Boston. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Ouais, complètement. D'autres choses à dire sur Boston en général ? Ouais, après, si on peut émettre des critiques, je sais pas, mais en tout cas des petits bémols, ou après c'est très personnel. Moi, il y a 2 éléments. J'en avais déjà parlé du premier. Bon, après, mais voilà, c'est vraiment très très perso. Mais c'est leur jeu aussi, tu vois. C'est l'outrance des tirs à 3 points. Moi, c'est vraiment un style qui ne me plaît pas. Voilà. Après, je te dis pas que c'est la seule équipe qui tire beaucoup à 3 points dans la NBA moderne. Hein. C'est pas pour dire il y a eux et les autres. Mais là, je trouve. C'est NBA 2024. Hein. Ouais, mais peut-être parce que là, on est sur la plus grande plateforme et que du coup, il n'y a plus que 2 équipes, donc on est peut-être plus critique, je sais pas. Mais là, quand tu vois en première mi-temps, Boston, c'est 9 sur 27, longue distance, tu vois. En fait, moi, il y a un côté qui m'agace au plus haut point. Là, je parle de Boston parce que on est obligé de parler des équipes qui sont encore en lice, mais ça pourrait être pareil avec d'autres équipes. Mais quand tu vois que ton adresse n'est pas bonne à un moment ou sur une certaine période, un instant T, essaye autre chose, propose de l'alternance, tu vois. Et tu continues et tu enchaînes les tirs dans le corner. Là. Combien de tirs dans le corner ils ont mis? Alors, certains sont rentrés, bravo à eux. Mais tu vois, les soirs où ça rentre pas, je ne sais plus dans quel match on en avait parlé, ou c'était peut-être en finale, ou en finale de conf, match 2. Moi, ça m'agace au plus haut point, en fait, ce côté tiré à outrance. Il termine à, attendez, j'ai perdu la stat, évidemment, à 17 sur combien? Je vais te dire ça. Si vous avez le chiffre, je suis preneur. Là, je ne l'ai plus. 17 sur 46. Voilà.
Il termine à 37%. Donc bon, c'est peut-être un chouïa mieux, mais moi, ça m'énerve, en fait, ces tirs à outrance, mais ça reste que perso. Et le deuxième point, c'est plus... Alors, ça leur a pas porté préjudice parce qu'ils ont remporté le match, mais dans le quatrième carton, là, ils ont le match en main, là, en entame de quatrième carton. Tu dis, bon, dans la salle à Dallas, il n'y a plus un bruit. C'est un mausolée. Limite, tu te dis, bon, allez, je vais aller me coucher, ou en tout cas, je vais arrêter mon replay parce que il n'y a aucune raison que ça ne déroule pas pour Boston. Et là, ils se prennent un 22-2, tu vois. En quoi? En 7 minutes 50, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, alors, ça ne leur a pas porté préjudice, je répète encore une fois. Ça sera à mettre au discrédit de Dallas, et on en parlera tout à l'heure. Mais elle est où là? Mais la faille mentale, il y a quelque chose, tu vois. Si là, ils ont gagné, donc on va pouvoir balayer ça. Mais juste quand même en parler rapidement. J'ai pas compris pourquoi Mazzulla n'a pas pris de temps mort sur cette période-là. Il a laissé son équipe continuer à jouer ou à déjouer plutôt dans cette période-là. Et si Dallas avait remporté la rencontre ou si machin, bon bref, on pourra mettre des si partout. Je peux te dire que ce 22-2, ça serait pas un détail aujourd'hui, tu vois. Donc là, moi, je sais pas, il y a un côté faille mentale. On avait vu dans les 2 premiers matchs que Dallas avait à chaque fois cette capacité à revenir, match 1 en particulier, où il y avait un moins 20, moins 28, je crois, un truc comme ça, pour Dallas à un moment, contre Dallas, et ils reviennent à 8 points. Donc, je sais pas, il y a des trous d'air, toutes les équipes en ont. Mais là, moi, j'ai pas compris. Je regardais le quatrième carton et ils déjouaient, mais complètement. Surtout que là, ils avaient tout. Ils avaient le match en main. Et tu ne comprends pas pourquoi pendant 8 minutes, il n'y a plus rien. En fait, c'est rigolo parce que je te rejoins tout à fait sur ton analyse, mais moi, je pousse le truc encore plus loin. En fait, j'ai l'impression que Boston joue avec son bout de viande depuis le début de la série. Ouais. Et prend des risques, parce que hier, je te rejoins tout à fait, c'est Dallas qui perd le match et on reviendra sur Dallas. C'est pas Boston qui le gagne hier, c'est Dallas qui le perd et qui va s'en mordre les doigts d'ailleurs. Mais tu sais, j'ai toujours cette sensation avec Boston depuis le début de cette série et globalement le début des playoffs que s'ils arrivent à maintenir leur niveau de concentration, ils peuvent balayer tout le monde de 40 points. Et ils se retrouvent dans chaque match pratiquement à avoir ce coup de mou, à laisser l'équipe d'en face revenir. Mazzulla ne prend pas de temps mort et honnêtement hier ça m'a même pas étonné en fait parce qu'il agit comme ça depuis le début des playoffs. Il laisse limite son équipe vouloir s'auto-corriger ou autosuffisance. Voilà, mais encore une fois là il a la chance. Hier ils ont la chance de tomber sur un Dallas qui choque en vrai en fin de match et qui fait des erreurs un petit peu dommages de faute, mais je sais pas, en fait, elle est très particulière cette équipe de Boston parce qu'elle a l'air tellement au-dessus du lot et en même temps, tu sens que s'il y avait une équipe avec un peu plus d'expérience en face qui avait pu jouer sur les failles mentales, ça aurait pu aller plus loin. Mais il n'y en a pas en NBA en fait. Ouais. Cette année, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, bon là, on part dans des considérations machin, mais on avait beaucoup avaient envisagé Denver en finale cette année aussi, tu vois. Et après, là, c'est toujours pareil, c'est des 6 et tout ça. Et Denver, ils auraient dû, s'ils voulaient aller en finale, ils avaient qu'à faire le boulot avant. Mais complètement. Bon, bref, je suis pas sûr que contre des mecs comme Jokic, des mecs avec un QI incroyable. Oui, mais ils n'auraient pas ces sautes de concentration. Ben, moi, je suis pas certain parce que moi, j'ai des souvenirs de discussions avec Cédric durant la saison régulière dans les N1 qu'on pouvait faire sur les conseils de classe ou même quand on parlait de Boston en général. Et lui aussi, il y avait des matchs où il parlait de suffisance, il parlait de on arrive un peu les mains dans les poches, on est Boston, on peut mettre des branlées à tout le monde, mais et là, on met pas les ingrédients ce soir-là. Donc après, encore une fois, ils mènent 3-0, ils vont aller au 18e titre et ce 22-2, il va être anecdotique. Mais comme là, on est sur le débrief du match 3, je trouve que c'est quand même important à souligner parce que dans le quatrième quart-temps, il y a vraiment eu tellement de choses que c'est vraiment le point d'orgue, moi, je trouve, ce moment-là. Tu vois. Ouais, il y a un truc qu'on oublie quand même. Alors, ok, je suis d'accord, Mazzulla doit prendre des temps morts, tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'en face, c'est des joueurs NBA et n'importe lequel, il peut te scorer comme qui rigole, quoi, en fait. Et un trou d'air, ça arrive, et un mec une équipe qui prend feu pendant un laps de temps, ça peut arriver, quoi. Mais là, c'est même pas qu'ils ont pris feu, Dallas.
j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient on fire et qu'ils plantaient des banderilles partout. C'est Boston qui déjouait le nombre de pertes de balles sur cette phase-là, sur ces 8 minutes-là à peu près. Tu perds 2 ballons, l'équipe adverse marque 2 points, 2 fois 2 points. Bah, tout de suite, ça fait un gros différentiel, quoi. C'est les points que tu marques pas. Mais tu sais, ça va être la problématique. Ça va être la problématique avec ce titre de Boston. Ça l'avait été déjà un petit peu pour le titre des Lakers dans la bulle. Ça va être le côté légitimité. C'est-à-dire que tout le monde va mettre en avant le côté, regardez, Boston a eu un parcours facile, il y a eu des blessures. En finale, sur le match 3, Luka, il est fold out. Luka, il est un peu blessé, machin. On y vient. Et malheureusement, j'ai l'impression, et je défends pas Boston, hein, mais j'ai l'impression qu'on va avoir tendance à prendre un petit peu trop pour acquis cette équipe qui est historique. Et du coup, on va avoir tendance à essayer de chercher la faille. Mais c'est aussi ça le côté des gros marchés où forcément on a envie de discréditer un petit peu ce genre d'équipe. Moi, je t'avoue, et je te rejoins Chris, j'aurais bien aimé voir Boston en fait en difficulté contre une grosse équipe, voir comment ils auraient pu s'ajuster et réagir. C'est pas le cas, mais je pense qu'il faut quand même souligner que cette équipe est vraiment beaucoup trop forte en fait. Mais en fait, est-ce que ce qui les met en difficulté, c'est pas eux en fait. Il y a que eux qui peuvent les mettre en difficulté parce que moi j'ai l'impression, moi depuis le début de la saison, je les trouve, il y a beaucoup de manques, mais au final ils sont trop forts quoi. Donc et mon petit cœur de New-Yorkais, ça me fait mal de le reconnaître, hein, mais voilà, ils sont trop forts. Ouais, moi, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'ils ont toujours été en contrôle, en gestion, et quand il a fallu accélérer, ils ont réussi à le faire. Et puis Mais ça marche parce que ils sont jeunes, parce qu'ils ont un 5 majeur trop fort et que quand ils peuvent appuyer encore sur le on-off, mais ça marche pas. Ça marche pas sur la durée. En fait, ça peut marcher une saison, peut-être 2, mais point. Après, de toute façon, on en a parlé avec Chris dans un pod il n'y a pas si longtemps, la difficulté de faire un back-to-back, on les attendra l'année prochaine. Hein. Ça, c'est évident. Ouais, voilà, on va peut-être déjà leur laisser le crédit de ce. Oui, ils sont pas encore champions. Ils sont pas encore champions. Non, mais voilà, Dallas. C'est vrai que ça fait 10 minutes qu'on est en train de les déboîter et c'est eux qui mènent 3-0 quand même. Non, mais si. Après, on les déboîte pas. Non, t'es toujours exigeant avec le bon élève. Ouais, voilà, quand tu comme vous l'êtes avec moi, de toute façon, messieurs. Ouais, c'est ça. Alors bon, c'est pas la même façon. Un bon élève avec un C, c'est pas vraiment un bon élève. Hein, mais enfin, bon, allez, on avance. On a parlé de Boston, je crois qu'on a été très complet sur eux. On va parler maintenant des Mavs. Est-ce qu'on ouvre tout de suite le procès Luka parce que aux États-Unis, ils l'ont déboîté après le match. On a vu les quelques joueurs ressortir, notamment Kyrie Irving, il ressort du bois. Est-ce que pour vous c'est ça? Alors, je vais peut-être être un petit peu plus modéré que les Américains parce que je pense qu'il y a des choses à remettre en perspective sur le cas Luka. Déjà, c'est sûr, Luka n'est pas un bon défenseur. Ça, c'est évident. Il a essayé de faire des efforts sur ses playoffs et globalement sur la saison. Il a été à Madrid, il a appris la méthode du toréador. Hein. Ouais, on laisse passer la passe Véronique. C'est ça. Et allez. Concrètement, Luka n'est pas un bon défenseur, n'est pas un bon lecteur de jeu en défense, ou alors est juste un gros flemmard, ça je sais pas, faudra lui demander. Mais tu vois, là où je vais avoir de grosses critiques, c'est que comment un joueur qui ne défend pas et qui défend mal peut sortir sur 6 fautes dans un match aussi important. Eh ben justement, si tu défends bien, tu fais pas de faute. Ou alors, si tu défends de façon très rugueuse à des moments importants. Moi, c'est le point sur lequel vraiment je vais tomber sur Luka, c'est le manque, et c'est peut-être la première fois que je le vois de manière aussi flagrante, c'est le manque d'intelligence dans les choix de Luka Doncic hier. Que ce soit en défense et même offensivement dans certains moments, il m'a assez scotché alors peut-être de fatigue, sûrement de blessure, on sait qu'il est touché depuis un moment, mais en fait, je l'ai trouvé tellement à côté de ses pompes sur ce match, et c'était le match où il fallait pas être à côté de ses pompes, que ça me fait un peu de peine pour Dallas et ça me fait un peu de peine pour lui, mais en même temps, c'est aussi ça, hein, c'est aussi ça l'apprentissage, c'est ses premières finales. Je pense qu'il va pas mal prendre d'expérience après ces finales-là, mais là, hier, il est passé à côté de son match. Chris. Ouais.
Alors moi, je sais, non, on en avait parlé plein de fois. Le talent offensif de Luka, bravo, c'est un génie, Luka Magic, tout ce que vous voulez, et il l'a encore prouvé. Quand il met le curseur très haut, il peut faire des dingueries. Et à côté de ça, il peut aussi passer à côté dans certains moments dans ses finales. Mais non, là, déjà, on savait qu'il défend pas, Luka. Mais là, sur ce match-là, tu es à la maison, tu es mené 2-0. Tu peux pas te permettre. Au bout d'un moment, je veux dire, aussi intelligent soit-il, tu dois quand même faire un minimum d'efforts, tu vois. On va pas te demander d'être un Drew Holiday ou même d'être un tiers de Drew Holiday ou d'être à la cheville d'un Drew Holiday, mais tu peux pas, en fait. Si tu sais pas défendre, ne fais pas des fautes aussi bêtes. Moi, je rejoins totalement Tom. Comment un mec qui ne défend pas, j'ai la réponse, mais comment un mec qui ne défend pas peut prendre 6 fautes? Parce qu'il défend mal. Parce qu'en fait, tu vois, il va défendre avec les mains baladeuses, il va pas savoir comment bien les placer, il va faire des fautes de frustration. Il y a, sur les 6 fautes qu'il fait, enlevons la dernière parce que c'est trop facile de dire oui, il y a peut-être pas faute ou il y a no call. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que pour arriver à la 6e faute, c'est que tu en as fait 5 au préalable. Tu vois? Et sur ces 5 fautes au préalable, il y en a au moins, j'en ai 2 de tête qui sont absurdes, pour pas dire plus, voire 3, tu vois. Il y a une faute de frustration, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça à ce moment-là? Parce que je sais pas, il a pas dû avoir un call d'un arbitre sur l'action d'avant, donc il va taper, il se prend une faute bête, après il va reprendre une autre faute. Il y a une stat. Ça arrive à tout le monde, ça. Non, mais les mecs de beIN disaient ça, c'était Jacques Monclar dans le commentaire cette nuit, et c'est vrai que c'était. Dallas a eu très peu de fautes collectives, tu vois, sur le cumul des fautes. Et à un moment, je crois qu'il y avait 7 fautes collectives. Et sur les 7 fautes, tu en avais 4 pour le duo Kyrie Irving-Luka Doncic. Tu vois, quand tu prends le ratio 7 pour 10 joueurs et tu en as 4 rien que pour les 2 stars, c'est pas possible. Et moi, Luka, non, tu peux pas. Il y a des actions, là, défensivement, il est à la rue complètement. Il n'est pas sur les switches, il n'est pas sur les coupes des joueurs de Boston. Est-ce qu'il a vraiment envie de défendre ou est-ce qu'il se dit, avec tout le talent que j'ai et avec toute la maille, tout le côté magique que j'ai offensivement, je vais arriver à gagner juste avec ça? Mais non, en fait, mon gars, ça fait 80 ans que la NBA elle existe et tu n'as jamais un mec qui, aussi fort soit-il offensivement, a réussi à gagner un titre en étant un peintre mais absolu en défense. Je veux dire. Et juste après, je termine. C'est là où on voit aussi, tu sais, souvent on dit les joueurs qui savent pas trop défendre ou les stars qui défendent pas trop, on arrive à les cacher. Tu vois, le coach arrive à les cacher, arrive à les planquer un peu et à le faire défendre sur le joueur le moins important de l'équipe adverse. Luka, j'ai trouvé que c'était sa défense sur ce match-là était parodique. Alors moi là-dessus, j'entends ce que vous dites. Oui, ça n'a jamais été un grand défenseur. Après, le gars, il t'apporte tellement en attaque que tu sais que quand tu as des limitations, tu es obligé en fait d'avoir un joueur. Il y a des qualités, il y a des défauts. Lui, par rapport à la NBA, ça va être compliqué parce que les joueurs américains, là où ils sont très forts, c'est sur la latéralité. Lui, il n'a pas. Il a d'autres choses. Il a notamment, c'est un attaquant plus que élite. Donc voilà. Après, il y a aussi une chose, c'est que le gars, il est défoncé, il est pété de partout, quoi. Ah mais ouais, mais là c'est, et on sait que en défense encore plus, bah tu vois, des fois il faut le petit dixième de seconde qui fait que. Et après, mais si t'es pas un bon défenseur, il y a des trucs où en fait tu subis. Et prendre des fautes, c'est parce que tu subis. En fait, je vous rejoins globalement sur vos deux arguments, notamment Chris. Merci. Sur le côté où en fait Luka n'est pas un bon défenseur de base et tu ne peux pas le cacher, là où à l'époque, quand Steph n'était pas forcément un bon défenseur à Golden State, tu vois, dans leur titre en 2015, il pouvait être masqué par un effectif qui était déjà très fort défensivement. T'as Klay Thompson qui s'occupait de deux attaquants. T'as Draymond Green, t'avais des bons protecteurs d'arceau et même t'avais des Iguodala, des Livingston, des mecs qui pouvaient défendre. Dallas n'est pas forcément
une équipe avec un backcourt ultra défensif. C'est-à-dire que Kyrie, pareil, c'est un joueur potentiellement que tu aimes cacher globalement dans ta défense. Là, en fait, tu t'exposes avec un backcourt qui ne défend pas bien contre une équipe qui attaque trop bien. Donc, c'est impossible de le cacher. Il n'a pas fait un seul effort. Il faut aussi le mettre en avant. Oui. Et le peu d'efforts qu'il fait, c'est mauvais. Là où tu vois, alors peut-être que sa 6e faute est contestable, ok, mais l'action d'avant, il sèche Jaylen Brown sur une contre-attaque et l'arbitre ne siffle pas. Donc, il aurait très bien pu prendre sa 6e 30 secondes avant. Oui. Donc là, je te rejoins là-dessus, Chris. Là où je te rejoins, Yannick, c'est qu'au-delà d'être hyper efficace offensivement globalement, il est surtout sollicité sur toutes les actions offensives de Dallas. C'est-à-dire que s'il ne shoot pas, globalement, c'est lui qui a le ballon, ou c'est lui qui met le truc en place, ou c'est lui qui met le système. Et là où j'avais trouvé une bonne cohérence sur le duo Kyrie-Luka sur les séries d'avant, quand tu as un Kyrie qui est un peu dans le dedans comme ça sur le début de série, même s'il fait un bon match hier, en fait, tu lui as tellement surchauffé le capot à Luka qu'il est cramé là. Il est cramé. Ouais, mais j'entends, il est cramé, mais parce que pour moi, il y a 2 bémols à cette argumentation. Premier bémol, mais ça, bon, c'est Luka, mais parce qu'il monopolise trop le ballon. Il y a des actions, comme j'ai dit tout à l'heure, où tu cries au génie parce qu'il fait des trucs de dingue, mais je sais plus si c'est en début, 3e quart-temps, je crois, où il y a un moment, ou 2e quart-temps, où il est dans le sac, en fait. Il enchaîne les mauvais... 2e quart-temps. Première partie du 2e quart-temps, où il ne réussit rien, en fait, parce que des fois, il veut trop forcer, il veut aller mettre son petit lay-up ou son petit panier de périmètre, où il y a eu des actions à un moment, là, où... il enchaîne plusieurs tirs longue distance, et ça rentre pas parce que tu es défendu par Tatum, et Tatum il a des longs bras, et Tatum il sait te défendre, et Tatum il est fort, tu vois. Donc déjà, premier bémol, il monopolise trop le ballon parfois, et de 2, mais là c'est pas un problème sur Doncic, mais c'est que pendant 2 matchs déjà tu avais Kyrie Irving qui foutait rien à Boston, et depuis 3 matchs, tous les joueurs, on en a parlé avec toi Tom en débrief de match 2, tous les joueurs qu'on a encensés sur la trade deadline, les PJ Washington, les Derek Lively et tous ces mecs-là, mais là depuis, il n'y a rien en fait. Il y a très peu. Il y a très peu, l'impact n'est pas là en fait. Donc si ces mecs-là, ils n'arrivent pas à produire du contenu numérique en termes de points, pour Boston qui a déjà une défense élite, c'est beaucoup plus simple. Tu sais que les seuls points vont arriver du backcourt. Donc, il suffit que tu continues à fatiguer Doncic et il ne va pas y arriver. Et moi, c'est pour ça que moi, je veux bien qu'on lui trouve des excuses ou en tout cas des justifications, et elles s'entendent. Mais il y a quand même des bémols. Il y a des bémols, et je trouve que non, Luka, il n'est vraiment pas... comme tu l'as dit, ces finales-là, ça va lui permettre d'apprendre. J'espère que ça va lui permettre d'apprendre. Et que quand il aura l'occasion de retourner en finale, si un jour il a l'occasion, parce qu'on sait que c'est pas évident à NBA d'y retourner. Surtout à l'Ouest. C'est ça. J'espère qu'il aura mis du plomb dans sa tête, et aussi fort soit-il offensivement, moi je répète, tu ne peux pas être le leader Maximus de ton équipe, mais d'être leader que sur un côté du terrain. Voilà, c'est pas possible. Pour gagner un titre. Moi, il y a juste un truc, c'est que dans le Money Time, il arrive, il est cramé, et moi, ça me rappelle clairement quand il est avec la sélection. Avec la sélection, c'est pareil. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais les JO en demi-finale contre l'équipe de France, le contre de Batum, c'est sur Prepelic, parce qu'il est sur les rotules et qu'il est, il est out, parce que il tient tellement le ballon, 38, 40 minutes. En NBA, c'est plutôt 43. À la fin, il est oxy. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion. Et là, on a salué enfin, on a mis un petit peu en avant le taf de Mazzulla. Alors, il faut pas faire du 2 poids 2 mesures sur Jason Kidd. Moi, j'avoue que je suis un peu moins fan de ces finales. Notamment de ce match d'hier où, en fait, quand tu sais que ton Luka, tu le vois un peu en dedans, qui a sa 4e faute, potentiellement il peut prendre sa 5e assez rapidement, et finalement le run de Dallas commence au moment où Luka est sur le banc, parce que tu as eu un bon coup de PJ Washington. Là, ils l'ont peut-être un peu trop utilisé en 4e quart-temps. Ouais, mais quand tu es coach, quand tu as ta star, tu le laisses sur le terrain, t'espères toujours, parce que c'est ta star, parce que tu sais que c'est ton franchise player. Mais tu le sais.
Regarde, je reviens sur la sélection nationale. En 2015, quand il y a l'Euro en France, Vincent Collet laisse Tony Parker qui fait que tomber à. Il a pas les bonnes chaussures. C'est Holiday on Ice, mais il le laisse sur la. Il fait que de la merde. Il le laisse sur le terrain. Quand t'es coach, t'espères toujours. Tu sais que. Et puis surtout, tu peux pas perdre ta star, quoi. Oui, non, mais clairement, et t'attends toujours un coup de génie, un coup d'éclat. Tu te dis, il va aller te planter un shoot incroyable qui va permettre à l'équipe de reprendre le lead ou de retrouver le bon mood. Mais à bout d'un moment, bon, après, voilà, nous, on critique, on est facile dans notre canapé, tout ça. Ça reste des humains, ils sont. Mais en même temps, ils sont assez grassement payés pour qu'on puisse se permettre de les critiquer légèrement pendant 45 minutes. Ouais, mais vaut mieux qu'ils soient à Dallas et nous sur le canapé, parce que s'ils viennent nous mettre une tête, ils sont un peu costauds quand même. Oui, bon après, moi j'aimerais bien aussi être de leur côté pour récupérer la valise, hein, parce que dans tous les cas, même si Dallas perd la finale, ils auront quand même leur salaire à la fin de l'année. Hein. Moi, juste pour jouer, je laisse l'argent, je veux juste jouer au basket. Ah, ouais, ça c'est Oh sûr. là Oh là là, là. c'est beau la jeunesse. Ils sont beaux les rookies. Nous, enfin bon. Vous avez d'autres choses à rajouter sur Lucas, parce qu'on va enchaîner quand même sur les Mavs, parce que le chrono tourne. Dallas qui est toujours sous les 100 points. Pour vous, c'est quoi? C'est les limitations de Dallas ou c'est la défense de Boston? C'est le tempo imposé par Boston, en fait. C'est le tempo imposé. C'est la défense globale de Boston. C'est, comme Chris l'a très bien dit, le manque d'efficacité des role-players qui avait été énorme sur les séries précédentes. Là où PJ Washington tient un petit peu son rôle, mais tu vois, Derrick Jones a complètement disparu. Les sorties de banc, Josh Green, Tim Hardaway, on n'en parle même pas de Tim Hardaway hier. Il a essayé. Ouais, et bah franchement, on n'essaye pas. Franchement, ouais, non, n'essaye pas. C'était une catastrophe quand il était sur le terrain. Les role-players sont mauvais, Maxi. Ne dis jamais de mal de Tim Hardaway Jr. Face à moi. Tous les mecs qui sont passés sous le maillot d'Enix, c'est des légendes pour Yannick. Je suis désolé. Drafté par les Knicks. C'est parce qu'il a été drafté par les Knicks. Ouais, je suis désolé, mais tu vois, hier sur le terrain, c'est pas contre lui, hein. Mais il a pas sa place. Et tu vois, pareil, Maxi Kleber, je le mets dans le même sac. Tu sens que le mec n'est pas revenu de sa blessure à 100%. Là où je suis étonné, pourquoi tu donnes pas un peu plus de temps de jeu à Dante Exum, par exemple, qui peut montrer quelques belles choses, qui avait montré quelques belles choses pendant le match 2. Et je sais pas, tu vois, la limite, c'est un profil un peu plus défensif, Tim Hardaway Jr. Si tu dois combler le manque de défense de Kyrie et de Luka par Tim Hardaway Jr., c'est qu'il y a un problème quand même. Ah, mais ça, après, c'est peut-être à retravailler dans l'effectif, tu vois, pour la saison prochaine. Mais dans tes exams, tu le voulais pas hein, quand on avait fait le débrief du 2, Tom. Hein. Non, je suis d'accord, je le voulais pas, mais tu vois, c'est les 2 minutes 35 qu'il a hier. Et en fait, mea culpa. Bah, je pense que sur les sorties de banc du backcourt depuis le début de la série, c'est peut-être Dante Exum qui fait les moins mauvaises sorties de banc. C'est te dire aussi le manque d'efficacité du banc de Dallas sur cette série, là où il m'avait agréablement surpris sur les séries précédentes. Ouais, mais ouais, voilà, pour répondre à ta question, Yannick, c'est tout autant le fait d'être sous les 100 points. Oui, bah c'est la défense de Boston qui est impitoyable et le manque d'apport de points, voilà, des joueurs autres que Luka et Kyrie. Quand on prend la globalité, sachant que Kyrie s'était banané sur les 2 premiers matchs à Boston, donc ça fait trop de paramètres pour permettre à Dallas de se dire bon bah allez, on va essayer de taper un gros scoring, et même en essayant d'être sur un match avec un plus gros scoring, je suis même pas sûr que ça permette à Dallas de l'emporter hein, sur une globalité, parce que Boston a tellement d'armes en face, donc non voilà, ils sont tombés, c'est pas fini, mais bon, c'est plus fort en face, c'est plus fort dans tous les secteurs, et voilà, tu vois. Dallas ne jouait pas le titre en début d'année. Hein. Franchement, je pense que si on leur avait dit en début d'année, les gars, vous allez être en finale NBA, chapeau. Hein. Ça s'entend, mais une fois que tu y es, tu as envie de. Oui, bien sûr. Mais moi, je trouve que. Justement, vous parliez des role-players, ils arrivent pas. Ils ont été très bien ciblés, en fait. J'ai l'impression que vois, le crédit de la défense de Mazzulla, c'est un bon parti pris en disant bah ok, on va fatiguer Luka, il va garder la balle le maximum et les role-players battez-nous quoi. Mais on va défendre on va pas vous lâcher quoi.
Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure en début. Vu que tu as 5 joueurs sur le terrain qui, que ce soit en attaque comme en défense, sont très bons, bah, tu peux pas prendre de pari en fait. Et le seul pari, c'est de dire voilà, on laisse la balle au bas courte. Bas courte, si vous êtes dans un grand soir, ok, on s'incline. C'est la NBA, vous êtes très fort. Mais le problème, c'est que derrière, les joueurs, il faut dans une série pour gagner, t'as tes stars qui doivent faire leurs stats habituelles. Et tu as un joueur qui sort de nulle part, qui doit marquer, qui doit faire un match, quoi. Et là, aujourd'hui, je vois pas un joueur à Dallas, à sortir 4 joueurs capables de sortir des gros matchs, quoi. Non, on s'était posé la question avec Tom en sortie de match 2. Là, le retour dans le Texas, est-ce que ça allait permettre à ces joueurs-là de passer le step, tu vois, dans la salle, dans l'ambiance et tout. Et là, non, Gafford, c'est 6 points. Lively, c'est 11 et 13, donc ça reste plus intéressant, tu vois. Mais tu vois, parmi les joueurs dont on parle, Washington, c'est 13, mais limite, c'est le rookie qui était plus intéressant, tu vois. Et ça reste un rookie. Après, voilà, faut pas oublier que ces mecs-là, ils ont que 6 mois d'expérience aussi dans l'effectif. Gafford, il était où? Il était à Washington en début d'année 2024. Washington, il était où? Il était à Charlotte, non? C'est ça? C'est ça. Oui. Bon, voilà. On va pas non plus tout mettre, faut pas non plus tout jeter à la poubelle, tu vois. C'est sûr que c'est assez décevant à partir du moment où tu es mené 3-0, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de lacunes que de points forts, en tout cas sur les finales. Et c'est vrai qu'Yannick, tu le dis, quand tu es sur cette scène-là, tu sais pas non plus quand est-ce que tu vas y retourner. Donc, Mais c'est un groupe globalement jeune. Jeune. Tu vois, je te dis pas, mais avec quelques ajustements, si là, tu as Luka et Kyrie qui sont sous contrat, tu as tes jeunes avec Derrick Jones, qui est pas bien vu, il doit avoir quoi, 25 ou 26 ans. PJ Washington, ça doit être à peu près la même tranche d'âge. Ah non, c'est plus jeune, PJ Washington. Ouais, c'est encore plus jeune. C'est comme les Josh Green, les Jaden Hardy, c'est très jeune tout ça. Donc tu leur apportes un peu d'expérience et un peu de profondeur de banc. La fenêtre est encore ouverte, je pense, pour Dallas pour les années à venir. En fait, pour moi, alors si on parle de l'avenir ça va être qu'est-ce que va faire Luka? Signer un contrat Supermax. Ouais, ou pas. Franchement, non, mais je pense que c'est fini les trucs de si ça marche pas, si il y a trop de Luka dépendant, si Luka n'arrive pas à passer les steps en playoff, il va peut-être vouloir arrêter partir. Non, là il est en finale. Il est en finale, donc il va pas aller dire à son management c'est bon, j'ai perdu 4-0 ou 4-1, allez, je me suis fait sweeper ou presque. Je veux partir. Non, c'est bon. Je pense que ils ont tout. Tu vois, c'est ce qu'on disait. On peut pas tout jeter à la poubelle. On les a encensés pendant toute la deuxième partie de saison. Il y a eu un vrai travail fait par le management pour équiper Luka Doncic et Kyrie Irving. La preuve en est, ils arrivent en NBA Finals. Bon, ils tombent sur une équipe qui, depuis octobre, est prévue pour aller en finale NBA. Une équipe qui, si elle ne remporte pas le titre NBA cette année, va se faire déboîter dans tous les sens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, même là, même s'ils terminent Boston en 4-0, et ils auront fait quoi, 16-1 ou un truc comme ça sur la campagne 16-2. Intégrale, 16-2, pardon. Toi, regarde, si on fait un pod, Yannick et moi, et Tom aussi, mais je sais qu'avec toi, Yannick, on s'était dit, ce sera normal, en fait. Donc, oui. Donc voilà, donc Dallas, faut pas tout jeter. C'est décevant sur pas mal d'aspects dans ces finales-là. Mais la fenêtre est peut-être encore là. Et voilà, t'as plus fort, toi, t'as plus fort. Ça me rappelle un peu les Warriors Cavs, là, à la fin, tu sais, là, 2017-2018, là, où LeBron, aussi fort soit-il, en face, tu peux rien faire. Tu te prends 4-0, tu rentres chez toi, et c'est le jeu, c'est le jeu, tu vois, c'est le sport. Des fois, tu tombes sur plus fort. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Et tu retenteras ta chance l'année prochaine, tu vois. Ouais, moi je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que la timeline est encore assez open pour Dallas. J'attends les ajustements, voir cet été ce que ça donne, voir aussi Luka après les JO, comment il sera physiquement. On sait aussi que la conférence Ouest sera encore plus compétitive la saison prochaine. Donc ça, c'est aussi à prendre. Attends le 1er juillet
On dit ça chaque année, c'est ça qui est dingue. C'est à chaque fois la conférence Ouest va être plus forte. Mais Ça non, va mais être un c'est truc vrai. de fou. Mais ça va être un truc de fou, hein. Puisque là, tu vas avoir le retour potentiellement de Memphis avec tout ce qui s'est passé cette année, la progression de Houston. Enfin bref, on en parlera plus tard. Mais la conférence Ouais. Ouest l'année prochaine, ça va être un carnage. Ouais, on en Carnage. parlera l'année prochaine. Je crois qu'on a été assez complet sur ce match 3. Avez-vous des choses à dire ou vous taisez à jamais? Bah écoute, moi je reste sur mon pronostic Dallas en 7. Eh mais attends, j'ai pas encore lancé les pronos. Ah, Non, attends. juste, on n'en a pas beaucoup parlé. J'aimerais juste lui faire un petit big up parce que Chris en a parlé un petit peu en début de pod. Mais chapeau Jaylen Brown, tu es un grand joueur. Tu as été énormément dans l'ombre et critiqué. Et tu as un impact au-delà du basket social aux États-Unis qui est assez énorme. Et j'aimerais vraiment qu'on mette en avant ce joueur-là, qui est dans l'ombre de Tatum depuis qu'il est à Boston. Et en fait, on le voit encore une fois sur ses finales de playoffs, comme il l'avait fait contre Golden State. Il tient encore la barre, il tient la baraque et il est énorme. C'est vrai. Ouais. Non, rien de plus à dire, oui. Non, Boston, est-ce que la NBA, la saison se termine ce week-end ou en début de semaine prochaine? Voilà, c'est la seule chose qu'on peut se demander, sachant que moi, je vois plus quand même se terminer en début de semaine prochaine. Ok, donc on est sur les pronos. Donc, match 4, Dallas pour vous deux? Non, 4-0. Ok. Non, moi, franchement, toi, je me dis... Boston, ils savent, donc ils auront peut-être pas l'influx, le petit truc en plus, tu sais, de te dire allez, on va finir là. Au pire, ils savent, de toute façon, ils ont l'histoire pour eux. Personne n'est jamais revenu de 3-0. Donc, au pire, ils en perdent un. Est-ce que Dallas aura pas la tête dans le seau complet? Tu vois, ça fait 3 fois qu'ils sont pas loin, plus ou moins, tu vois, mais 3 fois qu'ils vont pas au bout. Et je me dis, Boston aura peut-être envie de fêter ce 18e titre qui sera historique dans l'histoire de la Ligue avec ses supporters dans sa mythique salle du TD Garden. Donc, je te dis pas qu'ils vont y aller les mains dans les poches, mais ils auront peut-être pas ce petit truc en plus qui va leur permettre. Et t'es pas à l'abri d'un match où ils sont pas dedans et un Tim Hardaway qui sort du bois juste pour rigoler, mais non, allez 4-1 parce que franchement 4-0 ça piquerait quand même, tu vois, même si on sait que Boston est beaucoup plus fort et ça fait 50 minutes qu'on parle de la domination de Boston, mais 4-0 en finale, c'est dur, hein. C'est costaud quand même, hein. LeBron en a pris Shaq en a pris Non, mais c'est assez. Je pense que c'est LeBron assez. en a pris 2 d'ailleurs, mais Faudrait observer, faudrait regarder, mais ça doit être assez rare les 4-0 en finale parce que c'est vrai que tu as quand même à chaque fois 2 équipes qui ont gagné leur conférence, tu vois. Donc c'est des équipes quand même qui normalement c'est le gratin de leur partie du pays, tu vois. il y a des très très grands joueurs qui en ont pris des Oui, sweeps. non, mais Tu vois Magic avec les grands Lakers contre Détroit, en 89, ils prennent un sweep, quoi, tu vois. Non, mais tu en auras toujours, mais voilà, des sweeps en finale, c'est costaud. Donc bon, bref, non, voilà, moi je vois un 4-1, ça se finit gentiment à Boston, ce sera la belle ambiance au TD Garden, tout le monde sera content et à partir de mardi ou mercredi, on peut dormir. Ok, ça marche. Moi, vous voyez, moi je vois plutôt un sweep. Voilà, parce que comme je suis un très grand pronostiqueur, il se passera l'inverse pour aller continuer un petit peu le truc. Et moi, je vous dis tout de suite, le MVP, ce sera Jaylen Brown. Ouais. Drew Holiday aussi pourrait faire quelque chose, ça va dépendre de son match 4, mais il manque de scoring. Il manque de scoring et tu sais que les suiveurs ils mettent bien ça. Mais c'est vrai que Brown a le bon profil et ce serait une vraie récompense pour lui. Et je plus vois ce qu'a dit Tom sur Jaylen Brown, qui est un homme particulier puisqu'il donne beaucoup pour la communauté. Voilà, et on sait à quel point autour des Celtics des fois c'est compliqué. Donc voilà. C'est clair, je te rejoins tellement là-dessus. Voilà. Messieurs, on va conclure. On vous dit à très vite parce que vous avez aussi les podcasts WNBA. On a oublié d'en parler. Donc vous êtes sur le pont pendant toute la saison WNBA. Donc à très vite.
là-dessus. De toute façon, d'ici là, il y aura le débrief du match 4 qui sera peut-être le dernier de la saison. Et de toute façon, on ne vous lâchera pas. Il y aura des choses encore pendant tout l'été. On va essayer de faire quelque chose de correct, un peu comme on fait tous les ans. Messieurs, merci pour votre expertise. Merci pour ces débats. Et à tous, on vous dit à très vite. Allez, ciao, bye bye.